Bien, alors donc aujourd'hui je vais finir tout ce qui a trait à proprement parler aux matrices aléatoires, enfin finir est un bien grand mot, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et après je suis censé passer aux opérateurs intégraux différentiels, où il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'avoue être un peu perplexe sur ce que je vais faire. Je peux rajouter des choses sur les matrices aléatoires, on va voir. Il est possible que je garde en réserve les opérateurs intégraux différentiels en faisant juste le minimum nécessaire pour les matrices aléatoires. Bien, quoi qu'il en soit, donc on en était à ces modèles non linéaires, donc je l'écris sous la forme des limites de mesure spectrale. X correspond à un élément du spectre, hein. Un élément potentiel du spectre, donc des x, m, et puis un opérateur que l'on écrit au moins formellement, sigma de xy divisé par x moins y, m de y dy. Je dis formellement puisqu'il y a toujours, à cause de la singularité, il y a un aspect valeur principale hein, là-dedans. Et ceci conduit sur la fonction de répartition à une équation df sur dt plus, et je vais mettre un df sur dx plus, fois l'intégrale d'un c de xy f c de xz, f de x moins f de x plus z. Donc je vais expliquer que j'ai changé de notation. Voici donc ce terme-là égal à 0. Bien. Alors, ce que j'avais fait la semaine dernière, ou ce que j'avais commencé à expliquer, c'est que le terme sigma de x de y, x moins y, petit m, c'est df sur dy. Donc si on intègre par partie, au moins formellement, ceci donne moins dy, d sur dy de sigma de xy, x moins y, f de y. Alors, donc là, de quoi s'agit-il? Là, il y a une valeur principale qui est cachée là, multipliée par une fonction qu'on peut supposer régulière. C'est une dérivée au sens des distributions. Ça a parfaitement un sens au sens des distributions, en supposant f et sigma réguliers, par exemple. Le développement que je vais faire de la dérivée et l'expression finale nécessite néanmoins qu'on fasse un peu attention au sens des distributions, mais ça se justifie facilement. Je vais faire une petite justification. Si on est très féru du langage des distributions, on n'a pas besoin de grand-chose. Et pour dire que ça fait sigma de xy divisé par x moins y au carré. La dérivée par rapport à y, donc là j'ai dérivé le 1 sur x moins y. Si je dérive le haut, j'ai un moins sigma. J'ai un moins sigma au sens de moins sigma. Oui, alors je vais noter sigma 2, comme je vais. Sigma 2, c'est la dérivée par rapport à la deuxième variable. Hein. Donc moins sigma 2. Mais je pense que je dis une bêtise. Là, c'est. Non, bon, moins sigma 2, je suis perplexe sur. À nouveau, j'ai toujours mes problèmes de signes là-dedans. Moins sigma 2 sur x moins y, et donc ça fait moins sigma 2 multiplié par x moins y, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui me turlupine là.
Alors, ça, c'est correct. Bon, on verra bien. Donc attention, hein, c'est pas moins sigma, c'est sigma 2 multiplié par x moins y, mais ceci me paraît à peu près correct. Oui, c'est le premier signe plus qui est incorrect. Hein. Donc c'est un signe. Et donc justement ces histoires de parties finies, ça fait, il faut penser que ça fait f de y et il faut retrancher la valeur en la singularité qui est f de x. Donc ça, il faut connaître pas mal de théories des distributions pour comprendre ceci. Et effectivement, ceci est multiplié par f de y moins f de x. Donc ça, j'avais dit formellement ceci, on va le comprendre hein, aujourd'hui, on va voir d'où ça sort, puisque modulo la singularité, ce qu'on rajoute, ça sort ce sont des intégrales en y, donc l'intégrale de d sur dy de quelque chose, ça fait 0. Donc c'est comme si on avait rajouté 0, mais pas tout à fait à cause de la singularité. Donc ça mérite qu'on s'y arrête un tout petit instant. Donc tous les moins, ben, ici ça fait un plus, et ça change le signe f de x moins f de y. Donc là il y a quelque chose à comprendre, hein, d'où ça sort le f de x, etc. Bon, donc ça je vais le faire dans un petit instant. Si on admet cela, qu'est-ce qu'on fait pour passer à cette expression? Ben, vous voyez bien que vous avez envie de poser y égale x plus z. Donc, si vous posez y égale x plus z, vous avez la différence des grands f, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que le c de x et de z en question, c'est quoi? C'est sigma de x, y, c'est x plus z. Plus sigma 2, bah, c'est le sigma 2 de x plus z, la dérivée par rapport à la deuxième variable, et le x moins y, ça fait moins z, donc ça fait moins z sigma 2 de x plus z. Donc ça, je vais le garder parce que c'est une expression qui est tout à fait cruciale. Alors on verra une propriété importante de ce c de x et de z. Et dernière observation, c'est que cet opérateur a le principe du maximum si et seulement si c de x et de z est partout positif ou nul. Bon, alors j'ai décidé de me restreindre à ce cas-là, qui est le cas où il n'y a aucun problème particulier, si ce n'est des questions techniques, qui sont d'ailleurs au-delà de ce qui était connu du point de vue des solutions de viscosité, même en oubliant les f sur dx+. Alors, j'ai effacé ce que je n'aurais pas dû effacer, à savoir ce dont on part. Et les problèmes d'intégration par partie, ils sont dus à quoi? Ils sont dus au fait qu'il y a cette singularité non intégrable en 1 sur x moins y. Et donc, la définition de cette distribution, c'est la limite, quand delta tend vers 0, de l'intégrale de sigma de xy, x moins y, dx sur dy. Alors, si f est régulière, normalement, la définition précise consiste à prendre à multiplier par une fonction cutoff, mais là, il suffit de pourquoi c'est vrai ça? C'est
parce que la fonction indicatrice de 1 sur x moins y par la fonction indicatrice de 1 sur x moins y supérieure à delta de 1 sur x moins y, ou je devrais dire 1 sur xi supérieur à delta de 1 sur xi, tend bien au sens de distribution vers la valeur principale de 1 sur xi. Donc c'est ce dont je me sers, et c'est des petits arguments de symétrie et d'annulation des contributions autour de 0 qu'elles-mêmes. Donc ceci est bien correct. Et maintenant, c'est sur cette expression que je vais faire l'intégration par partie. Donc ça sera toujours la limite. S'il y a une limite et qu'on réécrit l'expression, il y a toujours une limite. Donc je garde l'intégrale pleine, et puis après on va regarder les termes de bord. Donc l'intégrale pleine, ça devient ce sigma plus sigma 2 x moins y, avec un signe moins f de y. Je le mets comme ça pour faire apparaître la quantité f de x sur f de x moins f de y sur x moins y au carré. Bon, très bien. Et puis, il y a un terme de bord. Alors, je fais une intégration par partie. Donc, en plus delta, ça vient avec le signe moins. Donc, c'est en moins 2, et je suis en y. Donc c'est en x plus delta, moins f de x plus delta, sigma de x, x plus delta, et x moins y, y est égal à x plus delta, donc normalement il y a un delta ici, et un signe plus. Bon, j'espère, les signes sont importants là-dedans, donc signe moins d'intégration, et bon, ok. Ensuite, en y égale x moins delta, qui est l'autre, c'est une intégrale en y. Là, ça vient avec le signe plus. Et donc, je suis en y égale x moins delta. Et je trouve f de x moins delta, sigma de x, x moins delta sur delta. Je ne garantis pas tout à fait les signes. Bien. Que se passe-t-il si j'injecte f de x ? Donc j'aimerais bien rentrer un f de x là-dedans. C'est exactement le même calcul que celui que je viens de faire, à part que maintenant, vu comme une fonction de y, c'est une fonction constante. C'est la fonction moins c, où c est égal à moins f de x. Et donc, je n'ai a priori que les termes de bord. Donc, si, avec maintenant un f de x, puisque la fonction, c'est plus un f de y qui varie entre x plus delta et x moins delta, donc je vais le mettre en rouge. Si je rajoute plus f de x, il va falloir que je retranche moins f de x, sigma de x, x plus delta, sur delta, plus f de x, sur sigma de x, x moins delta. Donc, comme ce sont toutes des intégrales en y, c'est une constante, j'ai que le terme de bord, et le terme de bord, évidemment, avec l'autre signe par rapport à f de y. Et quand je mets le plus, c'était le moins
complet. Donc j'ai un moins et un moins. Bien. Alors, maintenant on peut conclure, hein, parce que vous voyez que si vous regroupez f de x plus delta moins f de x, oui, je vais l'écrire proprement, vous avez un fx plus delta moins f de x sur delta, sigma de x plus delta, qui évidemment tend, quand delta tend vers 0, vers f' de x, sigma de x et de x. Et vous avez un plus f de x moins delta moins f de x, c'est-à-dire un moins f de x moins f de x moins delta, sur delta, sigma de x moins delta, qui tend vers moins f' de x, sigma de x et de x. En d'autres termes, quand delta tend vers 0, tous les termes de bord disparaissent et j'ai bien rentré moins f de x. Alors ça paraît une astuce miraculeuse, mais c'est vraiment, quand vous avez ces singularités, dans le langage des distributions, la manière de gérer ces singularités, c'est justement en enlevant la valeur en la singularité, ici f de x. S'il y a une singularité plus forte, on enlève ensuite la dérivée avec un terme linéaire, f' de x, etc., etc. Donc c'est comme si on disait que... Bon, enfin bref. Ça, c'est des choses relativement standards du point de vue de la théorie des distributions. Et donc on arrive à cette expression dont on sait a priori qu'elle devrait avoir un sens, même si il faut comprendre quel est précisément ce sens. Et pour ça, il faut regarder un peu les propriétés de sigma de x et de c de x et de z. Bon, à part la positivité. Donc, remarque. La remarque 1, c'est celle-ci, et je vais tout le temps faire cette hypothèse. La remarque 2, c'est de dire, pour comprendre cette intégrale, il faut analyser ce qui se passe près de z égale à 0. Donc, près de z égale à 0, on voit ce qui se passe. Il y a un premier terme linéaire, qui est le moins f' de x z, mais avec 1 sur z, ça ne devient pas intégral. Donc, ça a un sens parce que c'est grosso modo prendre la partie finie, la valeur principale de 1 sur z tapant sur c de x et de z. Donc, a priori, toujours avec le langage des distributions, on sait que ceci a un sens. Même si décrire l'intégrale est un peu abusif, puisque c'est vraiment un sens des distributions. En fait, il y a moins de soucis que ça à se faire, parce que une remarque dans ce cas-là, c'est que le c de xz, il a des propriétés intéressantes. Calculons la dérivée par rapport à z, dc sur dz. Vous voyez que quand vous dérivez par rapport à z, ça vous fait sigma 2, là, la dérivée par rapport à la deuxième coordonnée, moins sigma 2, parce que lorsque vous direz z, vous récupérez donc le même terme. Et donc, en résumé, ça vous fait moins z sigma, sigma 2,2 au point x plus z. À nouveau, je note sigma 2,2, ça veut dire la dérivée seconde par rapport à la deuxième variable de sigma.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dc sur dz, il est nul en z égale à 0 et il décolle éventuellement, il décolle linéairement. Et donc, ça entraîne a priori que c de x et de z moins c de x et de 0, il est majoré par une constante fois z2. Et je veux mettre f1 pour bien rappeler qu'on suppose que les sigmas sont bornés, lipschitziens, donc, et même 2 ou 3 dérivés bornés. Et donc le point important, c'est que d'ailleurs au passage, puisque je suis là, c'est que je peux, si je prends maintenant une dérivée en x de ceci, d2c sur dx dz, donc ça va faire moins, il y a deux termes qui vont apparaître, sigma 2, c'est la dérivée troisième par rapport à la deuxième coordonnée en z, et la dérivée troisième, où on dérive deux fois par rapport à la deuxième coordonnée, une fois par rapport à la première, en x plus z. Et donc, on voit aussi que dc sur dx en x, z, j'en ai pas besoin maintenant, mais j'en aurai besoin éventuellement plus tard, moins dc sur dx en x égale à 0, se majeure par c fois z2, z2, inf 1. Alors le inf 1, c'est simplement pour rappeler qu'on a les choses bornées, donc lorsque z est très grand, majoré par un truc qui est immense, ça n'a juste aucun sens, il suffit de dire que c'est borné. Bien. Donc C est assez plate, près de z égale à 0. Et donc ça veut dire que dans cette intégrale, vous avez deux termes, qui est un terme c de x et de 0, que vous pouvez sortir de l'intégrale, et là, vous avez moins f de x plus z sur z2. Et puis vous avez un deuxième terme qui est c de x de z moins c de x de 0 divisé par z2. Fois f de x moins f de x plus z, et ça c'est une intégrale normale. Parce que ceci est borné et converge vers l'infini, converge à l'infini vers 0, comme 1 sur z2. C'est intégrable. Donc toute cette expression, elle opère dans l'infini. C'est majoré par c fois f en norme du sup. Grâce à cette observation. Et donc, et le premier terme, on le connaît, c'est c de x et de 0 fois l'opérateur laplacien 1,5, enfin laplacien en dimension 1. Donc, cet opérateur, en fait, c'est un opérateur borné au sens des opérateurs bornés sur, disons, les fonctions continues bornées. Je devrais mettre, je ne travaille pas du tout dans l'infini là-dedans, donc je devrais mettre le sup de f de x. Borné, donc au sens d'un opérateur linéaire borné sur les fonctions bornées. Et on a le même opérateur qu'auparavant, mais qui est simplement modulé par un c de x et de 0. Donc là, attention, si on voulait regarder des opérateurs intégraux différentiels, on n'aurait pas nécessairement besoin ou envie de faire cette hypothèse, à savoir que c de x et de z moins c de x de 0 est majoré par c fois z carré. En fait, on n'en a pas besoin si on veut regarder les opérateurs intégraux différentiels. Mais ici, on n'a pas vraiment un opérateur intégraux différentiel, on a cet opérateur, mais il est multiplié encore par quelque chose. Et ça complique sérieusement, du point de vue technique, l'affaire.
Pourquoi? Alors déjà, donc, ça, cette remarque est faite. On voit la structure. Et puis ça, on a déjà expliqué quel sens ça avait. Si on en a envie, on peut retrancher moins f' de x fois z, la fonction indicatrice de z inférieur ou égal à 1. Ça ne change rien parce que par convention, ce que l'on rajoute est d'intégrale nulle. Et puis là, on voit tout de suite que c'est bien défini pour les fonctions régulières. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà expliqué, simplement avec une modulation en x qui est c de x et de 0. Bien. Alors ça, je vais faire une petite parenthèse technique. Donc on voit qu'en termes de complexité, l'opérateur que l'on a à gérer, c'est un c de x et de 0, ux, disons plus, moins d2 sur dx2, j'ai changé de notation, hein, c'est plus grand f, mais c'est u, mais c'est pas grave. Donc c'est cet opérateur non linéaire que l'on doit gérer. Et ça, c'est pas terrible à gérer. C'est très curieux parce qu'on avait dit quand c était égal à 0, c'était trivial. Oui, ben on avait l'invariance par translation. Et l'invariance par translation, ça aide. Beaucoup. En fait, je vais faire une petite remarque, un aparté. C'est que c'est semblable et même plus grand en difficulté. Pourquoi c'est plus grand en difficulté? C'est que je veux dire, ça c'est presque un opérateur de dérivation. J'ai deux dérivées, je prends la racine carrée, ça fait une dérivée. Pas tout à fait. Et j'y reviendrai là-dessus. Et donc, ça ressemble à un c de x et de 0 du style ux plus, et puis ça, on va dire une sorte de valeur absolue de ux, à part que c'est la valeur absolue de d sur dx, c'est pas la valeur absolue de ux. Bon. De manière générale, c'est un c de x. Si vous voulez simplifier, mettez une valeur absolue à la place du plus que vous avez toujours le droit de faire, hein, vous avez un truc comme ça. Bon. Ça, c'est un truc que j'avais évoqué il y a quelques années dans un cours ici. On est très rapidement gêné pour montrer l'unicité des solutions de viscosité de ceci. Alors, on sait que le c de x de 0 est positif ou nul. Bon, alors j'avais expliqué il y a quelques années pourquoi en une dimension on peut s'en tirer, mais il faut faire attention, préciser ce qui se passe autour des points où c'est ça nul. De manière plus globale, pour qu'on comprenne bien la difficulté, c'est que si je prends un du sur dt en dimension supérieure, moins aij de x, hein, le c est régulier, le aij est régulier. Ils sont tous réguliers, c'est une matrice positive régulière, symétrique. Et je mets uxi et uxj. Eh bien, si aij est juste positif ou nul, ben, on ne sait pas. Comprendre globalement cette équation, on ne sait pas vraiment. En revanche, si aij est définie positive, disons bornée, c'est OK. Donc en particulier ici, ça veut dire que si C est majoré et minoré par C0 strictement positif, ou 1 sur C0, et majoré par C0, bah, ça marche. Alors c'est un truc un peu paradoxal.
Mais en dimension supérieure, une équation aussi simple que ceci, une équation éconale, mais dégénérée, ben ça pose problème. Alors c'est d'autant plus paradoxal que si AIJ est définie positive par rapport à k directions et identiquement nulle dans n-k directions, ça marche aussi. Donc on se dit, et bon, mais le problème c'est que les directions elles peuvent bouger d'un point à l'autre. Bon, je n'y ai pas plus réfléchi que ça, j'y avais réfléchi il y a longtemps. Je ne sais pas si ça a réellement bougé là-dessus. Et là où il y a des annulations, ben, il faut faire un peu attention à des sélections. En fait, il peut y avoir des multiplicités de solutions et il y a des solutions qui sont parasites. Donc, il y a des choses à rajouter. C'est des trucs que j'avais expliqués il y a quelques années. Donc, il y a une vraie difficulté. Et on voit qu'au moins sur j'allais dire cet exemple joué, toy model, enfin ce modèle joué, on voit que cette hypothèse facilite les choses. Alors, de quoi ça joue? Je ne veux pas tricher et faire une démonstration qui soit uniquement unidimensionnelle pour cet exemple. Pourquoi je dis tricher? Bah, c'est que si vous faites un changement de variable, dx sur c1,5 de x égale dy, donc vous prenez v de y égale u de x, bah, calcul différentiel élémentaire, vous en déduisez que dv sur dt plus dv sur dy au carré est égal à 0. Et ça, cette équation, on sait tout sur les solutions de viscosité, et on a fait un changement de variable très sympathique, qui a du sens parce que justement, c est minoré. Alors, c'est triché parce que ça ne marche pas du tout en dimension supérieure, et ça ne va pas nous sauver ici, parce que ce n'est pas une dérivée qu'on a, c'est un objet plus compliqué, les changements de variables, ça rajoute des dépendances en x dans les intégrales. C'est un bazar absolu. Donc ça, j'élimine. Et donc, quelle est la technique pour les solutions de viscosité pour quelque chose comme ça? C'est de dire qu'on va avoir, d'abord, on a formellement un principe du maximum formel, et que la difficulté là-dedans, c'est la croissance surlinéaire de l'hamiltonien, ici quadratique. Et que donc, si on commence à faire les techniques d'unicité, j'oublie la variable temporelle qui ne joue absolument aucun rôle, on va avoir un point de maximum en x0, y0. On va avoir un point de maximum, un c de x0, par exemple, ou un ij de x0, j'ai gardé le ij. Oui, l'aspect quadratique ne joue absolument aucun rôle ici. Vous mettrez n'importe quelle fonction du gradient qui soit surlinéaire, qui tende vers l'infini à l'infini, on a bien sûr la même difficulté et les mêmes résultats. Donc c'est vraiment un h de x et de gradient u, avec des croissances surquadratiques. Bon. Ben on sait bien dans la théorie des solutions de viscosité que ce qu'il faut, c'est passer par des estimés de Lipschitz. Alors, pourquoi? Parce que si on fait le maximum en x0 et y0, vous allez avoir que AIJ de x0, vous allez avoir, donc on sait par la théorie générale des solutions de viscosité que ce terme-là tend vers 0, et on ne sait pas mieux. Sauf si on a plus d'informations sur l'une ou l'autre des solutions. Donc, d'abord, si on n'a pas plus d'informations, on va récupérer un AIJ de x0, donc
la dérivée les dérivées de U sont remplacées par les dérivées, donc c'est x moins y, xi moins yi, xj moins yj. Tout ceci, c'est en 0. Allez, je vais mettre des barres, ça sera plus simple à gérer. Divisé par epsilon, donc je vais avoir un 1 sur epsilon 2. Et auquel je vais retrancher un moins 1 sur epsilon 2, le AIJ de y bar, et la même expression. De sorte, donc c'est inférieur à 0, et là je peux d'ailleurs écrire que j'ai d sur dt du max, donc j'appelle ça W, epsilon, d sur dt du max de W epsilon, plus tout ce bazar-là est inférieur ou égal à 0. Donc si j'arrive à minorer l'action des opérateurs sur avec ce doublement de variables, si j'arrive à minorer par quelque chose qui tend vers 0, j'aurais bien montré que le maximum ne s'échappe, ne croît pas. Bien. Donc ça, c'est le principe général de la théorie des solutions de viscosité, c'est que les opérateurs doublés sur lesquels on fait agir 1 sur 2 epsilon, par exemple 1 sur 2 epsilon x moins y au carré, ça doit nous fournir quelque chose qui soit minoré par un truc petit. Et là, quel est l'ordre de grandeur de ce que j'ai mis dans le... ce que j'ai mis dans le crochet, ben, l'ordre de grandeur, donc il est supérieur et on ne peut pas dire moins, donc je veux dire que les AIJ sont lipschitziens, et donc je récupère du x bar moins y bar au cube divisé par epsilon carré. Et je sais que x bar moins y bar, c'est un petit taux de racine de epsilon. Donc ça fait du epsilon 3,5 divisé par du epsilon carré, c'est pas bon. Potentiellement, ça peut tendre vers moins l'infini. Je n'ai pas de raison de savoir que ça tend vers 0. Donc ça ne va pas. Mais si U ou V est lipschitzien, si U ou V est lipschitzien, bah vous voyez bien, la dérivée en x au point de maximum, c'est x moins y sur epsilon. Si c'est U qui est lipschitzien, si c'est V qui est lipschitzien, c'est la dérivée en y qui vous donne au signe près le même bazar. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit si la dérivée en U est bornée ou si la dérivée est bornée? Ben, ça vous dit que x bar moins y bar divisé par epsilon est majoré par une constante. En fait, c'est C1,5 qui est la limite pour un terme quadratique comme ceci, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Bien, vous en déduisez, enfin peu importe, pas tout à fait dans les cas de dégénérescence. Parce qu'après, dans des cas hypoelliptiques, on peut récupérer le C1,5, mais bon, peu importe. Donc, x bar moins y bar divisé par epsilon est majoré par une constante. Et là, ça change tout parce que maintenant, vous avez du epsilon cube divisé par du epsilon carré, c'est un moins c epsilon et c'est OK. Donc la démonstration classique, tout ça c'est très classique du point de vue des solutions de viscosité, lorsque vous avez des Hamiltoniens surquadratiques et surtout dont la dérivée par rapport à x croît plus que linéairement, c'est ça le point essentiel, c'est la dérivée par rapport à x de l'Hamiltonien, eh bien ça ne pose pas de problème si on sait que c'est lipschitzien. Bon. Mais du coup, il faut une estimation de Lipschitz. Et comment on obtient une estimation de Lipschitz? Eh bien, la manière la plus simple, il y en a d'autres.
Mais la manière la plus simple, lorsqu'il n'y a pas de dépendance en temps de l'hamiltonien, comme il n'y a pas de dépendance en temps des non-linéarités ici, ben c'est de dire que si je regarde V égale UT, j'ai formellement, et tout ceci se justifie sans peine, avec un 2, je n'ai pas mis de 1,5, non. Alors, 2 AJ de X, UXI, VXJ. De sorte qu'au moins formellement, V de T, V de X et de T est majoré par tout, par le max, ou le sup, de U0, la condition initiale, X. En d'autres termes, si la condition initiale, que je n'ai pas rajoutée ici, évidemment, il faut une condition initiale. Si la condition initiale est lipschitzienne, j'ai des solutions lipschitziennes. Donc c'est dire entraîne, c'est on a formellement, après il faut tout justifier, mais je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Et donc, je vais avoir l'existence et l'unicité de solutions lipschitziennes. On a vu l'unicité, voilà l'estimée importante pour l'existence, parce que ce que fait l'hamiltonien à l'infini, on s'en moque. Et on a la comparaison entre des solutions, disons, continues, ou BUC, et des solutions lipschitziennes. Donc ça, c'est facile de voir que ça entraîne l'existence et l'unicité, c'est un prolongement par densité, hein. Existence et unicité dans BUC. Bien. Parce que vous pouvez toujours coller les fonctions lipschitziennes là où il faut. Donc ça c'est des choses complètement standards. Alors bon, en oubliant toute la partie régulière de cette intégrale, il nous reste la partie singulière qui est simplement l'opérateur non linéaire déjà considéré dans Dyson multiplié par un C de X. C de X est de 0. Et on n'a pas trop le choix. On sent bien qu'il va falloir passer par des estimations Lipschitz. Et en plus, on a appris que de passer par la dérivée en temps, c'était utile. Alors on va faire ça effectivement en 2 temps. Alors, effectivement, si je reprends la démonstration que l'on avait faite pour Dyson, je peux effectivement démontrer des résultats de comparaison ou d'unicité ou de comparaison entre une solution et une solution lipschitzienne. Bon. Donc, si je sais qu'il existe des essais, je ne l'ai pas fait, mais ça se fait facilement et j'en reparlerai dans un instant. On a un peu la même difficulté. Hein, quand on fait le doublement de variables avec le C de x et de 0, bah, vous allez avoir des C de x et de 0, C de x bar est de 0, un x bar moins y bar sur epsilon plus. Et puis, vous avez ce fichu opérateur L0 dont vous ne savez pas très bien. Donc, si vous faites le doublement de variables, bon, c'est plus ou moins agréable. Et donc, vous avez c'était A0, je crois que je l'avais appelé.
à 0 en x, et puis à 0 en y. Et donc, vous voyez que là, vous avez du x bar moins y bar, formellement du x bar moins y bar au carré sur epsilon qui tend vers 0, mais on n'a aucune idée de à quelle vitesse. Mais tout ceci, c'est multiplié par un opérateur dont vous n'avez pas du tout d'idée de la taille. Donc, si vous saviez qu'il était borné, mais ça, je ne sais pas obtenir d'estimation montrant qu'il est borné. Ça, ce serait déjà un résultat de régularité qu'on ne connaît pas. C'est presque C1. Même pour Dyson, on ne sait pas. Et donc là, il va y avoir une vraie difficulté que l'on va contourner par des estimés de Lipschitz. Alors, ça fait plusieurs fois, peut-être une petite remarque, ça fait plusieurs fois que je dis, oui, attention, moins d2 sur dx2, c'est plus méchant qu'une seule. C'est plus méchant qu'une seule dérivée. C'est plus méchant et comment s'en convaincre de ceci? Le plus simple, c'est de dire que une dérivée, ça renvoie les fonctions lipschitziennes, W1 infini, dans L infini. Et ça, c'est faux. C'est vrai pour une dérivée, et c'est pas vrai pour moins d2 sur dx2 puissance 1,5. On va s'en convaincre facilement en prenant un prototype de fonction lipschitzienne, à savoir valeur absolue de x. Bon, alors c'est un peu gênant parce que valeur absolue de x, c'est à croissance linéaire. Donc, mais formellement, donc il faudrait tronquer le x et faire des calculs pénibles. Mais formellement, si vous pensez que vous avez un x, vous pensez à valeur absolue de x, le résultat de cet opérateur, ça a sens au sens des distributions, mais le résultat de cet opérateur, c'est une fonction paire. Donc j'ai juste à calculer ce que ça fait pour x positif. Donc j'ai 1 sur x moins z2, 1 sur z2, pardon, de x moins x plus z. Et puis je vais prendre x, disons, entre 0 et 1, de sorte que ces intégrales, hein, je les arrête entre moins 10 et plus 10, et que j'appelle R. Donc R beaucoup plus grand que 1. Ça, c'est pas parce que, à cause de la croissance linéaire de la valeur absolue, hein, c'est pour éviter toutes sortes de problèmes. Bon, alors je dois calculer ces intégrales. Bon, on va faire le calcul. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est borné pour tout, sur 0,1 ? Alors, il faudrait évidemment interpréter des intégrales symétriques en 1 sur z de manière adéquate. Alors, donc, quand je fais ça, j'ai l'intégrale pour z plus grand que moins x à plus l'infini, parce qu'à ce moment-là, x plus z est positif, et donc, disons, a plus r, allez, je vais garder ça. Donc, à quelques erreurs de calcul près, ça me fait moins 1 sur z. D'accord ? Alors, 1 sur z est pair. Bon, je vais aller trop vite. Et donc, l'intégrale de moins r à moins x. D'accord ? Et là, maintenant, la valeur absolue x plus z est négatif. Donc, ça fait 2x moins z. Sur z2 dz. Alors, x étant positif, je passe par 0 ici. Donc là, attention, ça veut dire que toujours on gomme les intégrales symétriques. Et gommer les intégrales symétriques, ça veut dire que j'enlève l'intégrale de x à moins x
de 1 sur z. Et donc, je peux remplacer le moins par plus. Le passage de moins par plus, c'est 1 sur z impair. Hein, c'est le jeu valeur principale. Et donc, le premier terme que je récupère, c'est moins log au sens de plus log de x sur r. Première, l'intégrale, c'est moins log, et puis OK. Donc ça, c'est cette contribution. Alors 2x sur z2, ça fait moins 2x sur z, pris entre moins 2x sur z, pris entre moins r et moins x. Bon, alors celui-là, il n'est pas gênant. Hein. Vous voyez que 2x divisé par moins x, c'est borné. Tout ce qui est divisé par r est très bon. Donc ça, c'est borné. Et puis, j'ai un plus 1 sur z. Au sens de moins. Moins 1 sur z, et si je change tous les signes z en moins z, ça fait à nouveau l'intégrale de x à r de 1 sur z dz. Et donc, en fait, ça me fait 2 fois log de x sur r. Ben, la moralité, c'est que cette intégrale, elle se comporte, à un signe près, comme 2 fois log x. Donc, ce n'est pas borné. Donc c'est un peu plus méchant, vous voyez, c'est pas de beaucoup, c'est un facteur logarithmique fondamentalement. Mais c'est dire que cet opérateur est borné, ça ne veut pas dire que la fonction est C1, mais qu'on a des sortes de modules qui sont très proches de C1. Bon. C'est entre Lipschitz et C1. Donc, cette extension non linéaire de Dyson, on a une équation qui ressemble beaucoup, mais c'est pas le C de x et de z général qui est compliqué, c'est le C de x et de 0. En même temps, on se dit, c'est pas possible, il y a le principe maximum, cette équation, elle est bien posée. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors pour ça, on va passer par des estimés Lipschitz, et puis ensuite se convaincre, j'ai du mal à avancer, se convaincre qu'on a bien une théorie globale pour ces équations-là. Alors, pour l'estimée lipschitzienne, même chose, on va d'abord observer qu'on a une borne sur df sur dt. Et donc, pardonnez-moi, ce que je retiens, c'est que je dois faire maintenant une hypothèse qui est de dire que c de x et de 0 est coincé entre deux constantes positives. Bon, alors est-ce qu'on en a réellement besoin? Grosso modo, ça veut dire strictement positif. Honnêtement, à cause de la localisation, je ne suis pas allé voir si on pouvait simplement supposer que ceci était vrai sur tous les bornés. Bon, ça devient un boulot, il faut localiser, ça devient un boulot infernal, et je n'ai pas du tout envie de faire ça. Ça ne me paraît pas évident, et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc avec une condition initiale un peu régulière, c'est un peu plus que les Lipschitziens. Par exemple, c'est un alpha. Ceci est certainement vrai initialement. Pourquoi? Parce qu'à l'instant initial, c'est cette expression-là. Ça, on le connaît.
même mettre une valeur absolue là, puisque j'ai multiplié par quelque chose de positif. Donc, OK, si F0 est C1 plus, style C1 alpha ou C1 avec un module de continuité adéquat. C'est toujours à cause du log, hein, qu'il y a des logs qui se trimballent. Il faut que le reste de différenciabilité soit intégrable contre Z2, donc il en faut un tout petit peu plus que C1. Bon, donc un F0 relativement régulier, ça va entraîner que initialement le df sur dt, au moins formellement, est majoré, et on a une équation qui a le principe maximum, donc si je prends df sur dt, je vais pouvoir lui appliquer le principe maximum, c'est automatique. Donc j'ai en fait cette majoration-là. Donc on dérive l'équation et on a systématiquement une équation qui vérifie le principe du maximum. Bon, je vais l'écrire. Si vous appelez G égale Ft, vous allez avoir Gt plus 1 de Fx positif de Gt dérivé en x. Bah, ça, c'est bon, c'est un opérateur de dérivation. Donc ça ne gêne pas pour le principe maximum. Vous avez tout le bazar auquel je vais donner un nom, je vais l'appeler A grand AF, pour ne pas avoir toujours à le réécrire. AF, ça ne change rien. Et puis vous allez avoir un Fx plus qui est positif, fois, eh bien, je dérive sous l'intégrale un AG. Et A a le principe du maximum. Je multiplie par un truc positif. J'ai donc une équation qui garde le principe du maximum. Dans le haut sens, c'est une équation linéaire et les constantes sont bien solutions, donc on peut comparer avec une constante. Bon, donc ça se passe exactement de la même manière que pour les équations de Hamilton-Jacobi, l'analogie que je faisais. Le seul truc, c'est que dans les équations d'Hamilton-Jacobi, une fois que je savais que df sur dt était borné, j'en disais que f est lipschitsien. Et là, ce que j'en déduis, c'est une cochonnerie. Puisque c'est df sur dx plus fois l'opérateur AF. Et c'est ça dont je sais que c'est majoré par une constante. Pas tout à fait une estimation de Lipschitz. La deuxième étape, c'est gérer. Alors ça suffirait à obtenir de l'unicité si j'avais que le C de x. C de x est de 0, mais j'ai aussi tout le bazar avec le C de x et de z. Donc, c'est quand même plus agréable de travailler avec des solutions lipschitziennes. Comment obtenir une véritable estimation de Lipschitz? Ben, on va dériver par rapport à x. On va baptiser maintenant G égale Fx. On traite rapidement tous les termes qui, comme auparavant, respectent le principe du maximum. Gx fois, Kf. Donc je l'appelle à nouveau G, hein, mais ce n'est pas le même G qu'avant, évidemment. Gx-Kf plus. Donc là, j'ai dérivé le dfx plus.
je vais dériver la différence f de x moins f de x plus z. Ce faisant, je crée un fx plus kfx, c'est-à-dire kg. Et pour tout ça, c'est bon, ces deux opérateurs, c'est bon pour le principe du maximum. Opérateur de dérivation ici, et puis ça, c'est multiplié par une fonction positive, c'est le c de x, c'est cet opérateur-là qui est bien fichu. Et puis j'ai un troisième terme. J'ai un troisième terme qui est quoi? Qui est l'intégrale multipliée par fx plus qui est l'intégrale de la dérivée de c par rapport à x en xz, f de x moins f de x plus z. Divisé par z2. Bon. Donc c'est ce terme-là dont j'aimerais bien montrer qu'il est raisonnable. En d'autres termes, idéalement, j'aimerais avoir un truc borné, ça me donnerait une estimation du sup de G. C'est un peu compliqué parce que là, au voisinage de x égale à 0, on a encore quelque chose qui est un peu plus fort qu'une dérivée première, donc on n'est pas bien barré. Sauf que la quantité essentielle qui est ici, c'est le dc sur dx. Vous voyez qu'il absorbe complètement la singularité, modulo ce qui se passe en 0. Et donc ça, je le découpe en deux morceaux. Je dis que c'est dc sur dx en x0. Tant qu'à faire, je dérive par c de x et de 0. Et je récupère quoi? Fx plus cx0 à 0f. Je ne sais pas pourquoi tout à coup j'ai appelé ça k alors que jusqu'à présent je l'appelais a. Voilà. Et donc à 0, c'est Dyson. Hein? Bien. Plus que... Donc j'y vais très doucement. Celui-là, c'est bon. Plus quoi? Plus un terme qui est en fx plus, qui est dc sur dx de x, z, moins dc sur dx, c'est 0. Z moins dc sur dx en x est 0, divisé par z2 fois f de x moins f de x plus z. Donc, tout le bazar que j'avais au-dessus, c'est ça. Alors ça, quelle tête ça a? C'est majoré par Z2 inf 1, c'est-à-dire par une constante fois Z2 inf 1. Donc, ceci est majoré par C1F1 sur Z2. Et donc, si je prends juste la norme du sup de F, l'intégrale est majorée. Et la norme du sup de f, je l'ai déjà majorée, donc je n'en parle plus. Hein. Évidemment, on sait que la norme du sup de f est majorée par f0 dans l'infini. Pensez fonction de répartition, c'est 1. Donc toute l'intégrale qui est là, elle est bornée. Il me reste fx+, mais fx, c'est mon g. Donc, j'en déduis que tout ce terme-là, je vais l'entourer avec une couleur pour qu'on s'y retrouve. Tout ce terme-là, il se majore par c fois
la norme du sub de G. Alors ça c'est bon parce que ici j'ai un dg sur dt, hein, donc avec des Gromval, j'aurai des croissances exponentielles du Lipschitz. Bien, ça c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Et ici j'ai un fx plus un c fois 0f qui ressemble beaucoup à ce que j'ai obtenu ici grâce à la borne sur df sur dt. À part que ce n'est pas avec un c de x de 0, c'est avec un c de xz. Donc il faut que je le rétablisse. Donc à nouveau celui-là, je vais dire que c'est df sur dx, c'est-à-dire g plus multiplié par dc sur dx en x0 divisé par c de x de 0, af. Et quel est le terme supplémentaire que je dois rajouter? Eh bien, c'est un c de x de 0 moins c, c'est une... Ah, je vais trop vite. Donc je colle un c de x et de z, il va falloir que je rajoute le c de x0 moins c de xz à l'intérieur de l'intégrale. Donc là, c'est la différence. Et tout ça, c'est multiplié par dc sur dx. Je pense que tout le monde a compris. Donc g plus. Et ce qui va rester, c'est la même expression que, du même style qu'avant, à part que c'est c de x et de z, non, c de x et de 0, moins c de x et de z, divisé par z2, f de x moins f de x plus z. Je me ramène à l'opérateur. Je me ramène à cet opérateur-là, une autre couleur. Parce que ce que j'entoure en jaune, à savoir G plus AF, ça c'est G, c'est exactement ce que j'ai obtenu grâce à la borne de df sur dt. Donc ce terme-là, il est majoré à nouveau par C fois G, norme du sup. Bien. Et quant à ce deuxième terme, c'est la même chose, parce que si je reprends exactement le même calcul, ça c'est borné, c'est même plus simple parce que c'est du C, il n'y a même pas de dc sur dx, mais c'est exactement la même raison, j'ai la même majoration par 1 fz2, c'est majoré par f dans l'infini, donc tout ça c'est borné, et je récupère au final, j'ai du G+. Bien, ce que je récupère au final, c'est que je peux tout oublier de ce qui est ici, et dire, j'ai dit, en fait, c'est ponctuel par G, c'est majoré par C fois G+, si je veux être même très précis. Bon. Donc tout ce terme-là, en fait, c'est tout ce terme qui est ici, il se majore par C fois G+, par une constante. Et C multiplié par G+. Et donc, de quoi ça vient? Je le répète, hein, c'est qu'on peut se ramener systématiquement au truc qui ne dépend que de x avec la valeur en z égale à 0, et tout ce que l'on introduit grâce à la remarque que j'ai faite, ce sont des choses bornées. Et lorsque ça ne dépend plus que de dc sur dx x0, ben on voit que l'expression qui est ici, elle est bornée. Donc ce n'est pas exact ce que j'ai dit, ce n'est pas que ce soit majoré par une constante. C'est vraiment que le produit est majoré par CG plus C. Hein. C'est ce C-là. Voilà, donc vous voyez que l'estimation elliptique, c'est quand même un petit peu de boulot à faire, et que cette estimée de Lipschitz repose assez fortement sur ses propriétés de platitude près de x égale à 0.
Alors ça tombe bien, c'est que les modèles de matrices aléatoires, ça vous crée un truc qui a une bonne propriété. Hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mathématiquement, cette annulation, cette platitude près de z égale à 0, ce n'est pas à cause de la compréhension de ces opérateurs intégraux différentiels. Je reviendrai là-dessus, je ne sais pas quand, mais un jour. Mais c'est parce qu'on a multiplié le tout par df sur dx plus. Donc la nullarité est beaucoup plus forte. Alors, donc maintenant, il s'agit de conclure. On a sur fx une majoration comme ceci. Et vous en déduisez non seulement que g est majoré par une constante, par sa constante initiale et une croissance de grand Val, et évidemment tout ce que j'ai fait là, c'était des majorations en valeur absolue, tout ce que j'ai fait là. Et donc, la moralité, la conclusion, c'est qu'on a démontré que df sur dx, on a une estimation de norme du sup. Alors, c'est quoi? Si df sur dx en 0 est majoré, et aussi df sur dt, hein, en 0. Donc on a une bonne estimation de Lipschitz, disons si on est C1+. Bon, ça ne gêne pas pour l'argument. Alors maintenant, troisième étape. C'est la comparaison entre une sous-solution et une sursolution à partir du moment où une est Lipschitz. Si l'une des deux est Lipschitzienne. Donc ça, j'y reviendrai un peu après. Je vais conclure. Le résultat de comparaison permet, théorème, si F0 est en buc, alors il existe une unique solution F en buc de l'équation, toujours au sens des solutions de viscosité, de étoile, et F0 donne F de t est un semi-groupe qui possède les propriétés suivantes, que S de t de F1 est inférieur à S de t de F2
si F1 est inférieur à F2. Ça, c'est le résultat de comparaison. Et S de t de F moins G, S de t de F1 moins S de t de F2. Ouais, il commute avec les constantes, hein, donc on a le lemme de Crandall-Tartar qui s'applique, et donc il est contractant, je vais pas et donc contractant pour la norme du sup. Bon. Alors, l'existence ne pose aucun problème. Vous pouvez régulariser si vous en avez envie. Régulariser par 36 manières différentes. Hein. Vous pouvez régulariser la singularité ici. Vous pouvez rajouter un moins epsilon des 2f sur dx2. Bon, Perron là-dedans, je ne recommande pas. Hein. Donc, la partie existence ne pose pas de problème. On pourrait aussi dire que l'existence, on la récupère du passage à la limite des n particules. C'est vrai, mais ça nous limite, puisque là, on n'est pas nécessairement avec des fonctions de répartition. Donc, la partie existence est un travail totalement standard, parce que qui permet de justifier, le mieux, c'est de régulariser avec des dérivées secondes, et ça permet de justifier tous les calculs. Et évidemment, tous les calculs que j'ai faits ne sont inchangés si je régularise avec un peu de viscosité. Donc, remarque, l'existence, c'est standard. C'est les techniques standards, avec des passages limites au sens de viscosité. Existence standard par régularisation. Vous rajoutez un moins epsilon d2 sur dx2. Bon, alors, il faut comprendre pourquoi ça entraîne la régularité. Mais je qualifie ça, c'est un travail de DP totalement standard. Pénible, mais standard. Donc ça, je vais m'en dispenser. Donc ça, c'est l'existence de solutions lipschitziennes. Après, on a le résultat de comparaison. Ça entraîne le prolongement existence de solutions lipschitziennes. On a le résultat de comparaison qui permet de dire que si vous avez une fonction dans Buck, vous l'approchez uniformément par des fonctions lipschitziennes, et donc, comme le semi-groupe est contractant, il y a une solution qui lui correspond, résultat, et elle est unique, toujours par le résultat de comparaison. Si vous avez deux fonctions dans Buck, vous prenez une fonction lipschitzienne juste à côté et vous comparez avec les fonctions lipschitziennes. Donc ça, c'est à nouveau, c'est le travail standard d'extension. Résultat de comparaison permet le prolongement par continuité, on disait dans les vieux cours d'analyse et de topologie, c'est par densité fondamentalement. Prolongement par densité du résultat de comparaison de l'existence et de l'unicité. Et enfin, une dernière remarque, c'est que dans le cas où on a des fonctions de répartition, donc c'est-à-dire des fonctions f qui sont croissantes, à ce moment-là, on peut même étendre donc qui sont Cadlag, c'est toujours comme ça. On peut étendre le résultat d'unicité, comme pour dans Dyson, extension du résultat. Comme dans Dyson. Alors, quelle est la moralité de l'affaire ? La moralité de l'affaire, c'est que on a, par une démonstration un peu plus compliquée, exactement les mêmes résultats que dans le cas initial de Dyson.
étant entendu que je n'ai pas démontré ce point-là. Alors, il y a plein de démonstrations possibles. Il me semblait que je voulais encore rajouter quelque chose. Non, je crois que c'est bon. Bon, je vais tenter. Donc, démonstration du résultat de comparaison. À nouveau, je néglige complètement la variable temporelle et je vais écrire directement que d sur dt du max plus les termes que je vais obtenir par les définitions de sous-solution et sur-solution de viscosité, et que tout ceci est inférieur ou égal à 0. Donc U est sous-solution, V est sur-solution, et je vais supposer par exemple que V est Lipschitz. Le max dont je parle, c'est toujours le max de U de x moins V de y et moins 1 sur 2 epsilon et x et moins y au carré. Bon, je vais faire une tentative, je pense que ça doit suffire dans le cas lipschitzien, mais on va voir. En x bar, y bar. Sinon, je sortirai l'artillerie un peu plus lourde. OK. Qu'est-ce que je vais récupérer? Alors, le df sur dx plus. Oui, non, ça, il faut que je dise ça. C'est que je sais que x bar moins y bar, d'après le caractère lipschitzien, est majoré par c epsilon. Ça, c'est lipschitzien. Le fait que V soit lipschitzien. OK. On peut y aller. Alors donc on va écrire x bar moins y bar, disons plus, et j'oublie 1 sur epsilon. Je vais avoir un c de x bar et de z, et on se souvient de Dyson, où il faut découper l'intégrale en z plus petit que delta et z plus grand que delta, hein, et isoler la singularité. Pour z plus petit que delta, on fait quoi? On remplace le f par x bar par x moins y au carré divisé par epsilon. Donc, je vais faire le calcul séparément. X moins y au carré divisé par epsilon moins x moins y, et c'est x plus z. Donc, si vous développez ça, vous en déduisez un moins 2 x moins y sur epsilon fois z. D'accord? Et puis vous avez finalement moins z2 sur epsilon. Plus moins z2 sur epsilon. Je commence un peu à fatiguer. J'espère. De toute façon, moi c'est plutôt des signes moins
ce qui est le pire signe. Hein. Si j'ai des trucs positifs, c'est plutôt bon. Alors, ça, c'est bon. C'est pour U. Pour V, donc j'ai moins l'intégrale de Z vers delta, C de Y bar Z. Et donc, je suis en train de regarder V de Y. Hein, c'est un minimum de V de Y plus 1 sur 2 epsilon. Donc, c'est moins 1 sur 2 epsilon de Y moins X au carré. Il y a des barres un peu partout. Et donc, dans la formulation, je dois calculer moins 1 sur 2 epsilon y moins x bar au carré. Moins par moins, ça fait plus 1 sur 2 epsilon y plus z moins x bar au carré. Donc ça c'est fait. Donc lorsque je fais le développement limité, le terme en z, c'est moins. Alors, faisons attention au terme en z. C'est assez important. Alors, je vais commencer par le terme en Z2, comme ça, ça sera réglé. Donc, ça me fait plus 1 sur 2 epsilon Z2. Donc, pourquoi j'ai un demi qui apparaît? Oui, c'est parce que tout à coup, j'ai voulu tester avec un demi. Bon, il n'y a pas de 1 demi. Donc, je récupère là aussi Z2 sur epsilon. Hein, il n'y a pas de compensation, c'est le même. Et quand C était constant, hein, j'avais récupéré 2 fois ça pour Dyson. Donc, ça, c'est cohérent. Alors, pour les x moins y, c'est y a-t-il compensation ou pas? Donc, ce n'est pas très gênant parce qu'on n'a même pas besoin de la compensation, mais bon. Mais tant qu'à faire, autant faire des choses correctes. Donc, ce que je dois rentrer là-dedans, c'est le terme en y bar moins x bar z. Et donc, a priori, c'est un terme moins de x bar moins y bar sur epsilon z. Vérifier encore. Voilà, moins, et là plus z. Donc ça me fait moins, un moins par moins, ça fait plus. Donc c'est bien ça. Donc il n'y a pas de... C'est logique, hein. Au niveau des termes du premier ordre, il y a une annulation. Au dérivé des termes d'ordre 2, il n'y en a pas. C'est normal. Les solutions de viscosité, ça marche facilement au premier ordre, un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué au deuxième ordre. OK, donc tout ça, c'est cette multiplication. Et c'est tout ça dont je sais que c'est négatif ou nul. Donc il faut que je travaille sur ce... Oh oui, et puis j'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai oublié les intégrales pour z de plus grand que delta. Et là, je ne change rien, c'est-à-dire que je garde exactement, parce qu'on n'est pas près de la singularité, sur Z2, et je mets ici le U, donc on va gérer ça séparément. Et je vais, en revanche, retrancher ici directement le C de Y bar et de Z sur Z2. V de Y bar moins V de X bar plus Z. Alors là, il n'y a pas de epsilon à l'intérieur puisqu'on a gardé le U et le V. Il y a un epsilon à l'extérieur. Bon, alors on y va. Il faut maintenant faire des majorations de ces différents termes. Je vais commencer par le dernier qui est beaucoup plus simple. Donc le terme qui est ici.
du fait que j'ai un point de maximum en x bar et y bar, c'est lorsque c était constant, souvenez-vous pour Dyson, j'avais dit à ce moment-là, c est égal à 1, j'avais dit que u de x bar moins v de y bar est supérieur à u de x bar plus z moins v de x bar plus z. Parce que x moins y, bah, si vous rajoutez z à x et à y, ça ne change pas la différence. Et donc, vous savez que ce truc-là est plus grand que ce truc-là. La différence des U est plus grande que la différence des V. C est positif ou nul, donc je peux me ramener à une différence de V. Je me ramène à celui qui est ellipticien. Et donc, tout ceci, je vais dire que c'est supérieur ou égal. Donc, n'oubliez pas qu'on multiplie par x bar moins y bar epsilon, mais je sais que ça, c'est borné. OK, c'est cette majoration-là. Donc, je dois obtenir une minoration du produit, mais comme c'est un truc borné, il me suffit d'obtenir une bonne minoration, par quelque chose qui tend vers 0, de ce qui est dans l'accolade. Et je commence par les deux derniers morceaux. Les deux derniers morceaux, je les regroupe, et ça me fait C de x bar et de z, moins C de y bar et de z, divisé par z2. Oui ? Sur z supérieur à delta, en fait, j'en aurais même plus besoin. U de x bar moins U de V de x bar, qui est d'ailleurs V de y bar moins V de y bar plus z. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le C de x bar et de z moins C de y bar et de z divisé par Z2. Bah, je peux dire beaucoup de choses. Je sais que le d sur dx, c'est essentiellement d sur dx de x est de 0, modulo un truc qui est en Z2 fois 1. D'accord? Donc j'ai aucune pardonnez-moi, je peux me ramener à C de x bar est de 0, moins C de y bar est de 0, fois Z2, fois V de y bar moins V de y bar plus Z, pour Z supérieur à delta. Et le terme supplémentaire que j'ai, c'est un moins, une constante fois x bar moins y bar. Je suis passé au d sur dx, fois l'intégrale de z2 inf 1 divisé par z2, fois un truc qui est borné, v de y bar moins v de y bar plus z. Donc je me ramène à un truc qui dépend que de x. Ce faisant, j'ai un tout petit terme. Celui-là, il est d'ordre moins c epsilon. Toujours pareil, ça c'est borné. Moins c epsilon, c'est parfait, ça tend vers 0, aucun souci. Celui-là, qu'est-ce que je peux en dire? C'est ellipticien, je ne peux rien dire d'autre. OK? Donc, et V est ellipticien. Donc j'en déduis que tout ceci c'est minoré par moins C epsilon, moins C. L'ipsit, ça me fait du 1 sur Z. Ça me fait du x bar moins y bar. 1 sur Z intégré
pour z supérieur à delta, ça me fait du log delta. Bon, alors évidemment, il faut faire autrement pour les z grands, mais c'était ça le terme essentiel, c'est la singularité. Pour z supérieur à 1, vous dites juste que v est borné. OK. Donc ça, c'est bon, mais ça, x bar moins y bar, il est d'ordre epsilon. Donc là, ça mélange un peu epsilon et delta. Très faiblement, parce qu'on a du log. Ça, c'est un des nombreux avantages d'avoir des solutions lipschitziennes. OK. Bon, ça, c'est bon. Là, il y a... Ça, c'était la majoration du deuxième terme. La majoration du premier terme, maintenant. Je devrais finir juste la démonstration. Alors déjà, il y a la... les termes en Z2. Les termes en Z2, il n'y a pas de compensation. Donc... ça me donne quoi? Bah, C est borné, hein, je ne peux absolument rien y faire. Et j'ai l'intégrale sur Z avec un moins une constante, pardonnez-moi. Moins une constante, l'intégrale, ça c'est pour C, pour Z plus petit que delta, Z2 sur epsilon. J'ai oublié le 1 sur Z2 là. Hein. Donc c'est 1 sur epsilon. En d'autres termes, c'est moins C delta sur epsilon. Alors là, j'ai du epsilon log delta, donc j'ai la marge avec le moins delta epsilon. Donc celui-là, je peux le compléter tout de suite en disant c'est moins C epsilon 1 plus log delta. Donc ça, c'est ce terme-là en Z2. Donc celui-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, les termes en x bar moins y bar z. Donc j'ai moins 2 x bar moins y bar fois c de x bar et de z moins c de y bar et de z fois z divisé par z2. Oui, il m'en manque, et puis il y a 1 sur epsilon qui manque. Et là, tout est bon. Bon. Même chose, il faut passer par c de x de 0. Et là, c'est pour z de plus petit que delta. Mais cette fois, lorsque vous remplacez, vous passez par le c de x bar est de 0 et le c de y bar de 0, vous avez maintenant une fonction impaire, et cette intégrale vaut 0. En d'autres termes, vous pouvez rajouter ici moins c de x bar est de 0, plus c de y bar est de 0, grâce à l'imparité. Ça vous tue le terme supplémentaire. En fait, c'est que sous-entendu, hein, il y a toujours la dérivée qui est sous-entendue dans cette expression. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Et puis là, il n'y a plus de souci. Parce que ça, c'est borné. X bar moins y bar serait divisé par epsilon, ben, c'est borné. Oui. Ensuite, cette différence, le c de x bar z moins c de x bar 0, moins cette différence, vous voyez que le numérateur, il se majeure, tout le numérateur, il se majeure par c fois x bar moins y bar
fois Z2 inf1. C'est toujours les mêmes majorations. Donc, comme je suis plus petit que delta, je peux mettre Z2. Hein. Delta est dessiné comme tout mon delta à tendre vers 0. Et donc, vous voyez que grâce à l'ellipticianité, je vais avoir du Z au cube divisé par Z carré. Et donc, la minoration finale, c'est moins C delta sur epsilon, qui est le terme important. Et j'ai un terme qui est, lui, excellent, qui me dit moins C. Alors, donc, oui, j'étais arrivé à Z carré là, Z cube, c'est du Z, c'est du delta carré. Donc celui-là, il tendra vers 0, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal, hein, parce que ça, c'est vraiment l'imparité, c'est la multiplication par Z. Donc c'est normal que le premier terme soit le terme dangereux. Alors, je ne vais pas repartir en arrière, mais je pense que de toute façon, l'argument avec le C de x est de 0 fois ux carré, les ij de x, uxi, xj, vous convaincront aisément que si je n'avais pas une estimation de bornitude sur x bar moins y bar plus divisé par epsilon, je saurais uniquement que c'est un petit taux de 1 sur racine de epsilon. Et là, pour le coup, les majorations ne marchent pas du tout. Parce que vous multipliez ici par, vous avez ici un racine de epsilon. Le log delta se sert aussi de la l'ellipticianité, donc vous auriez perdu, vous seriez à 1 sur le delta, et vous faites les calculs et vous voyez que ça ne suffit pas. Il en manque. Donc vous me croirez sur parole en disant que si vous refaites la même démonstration, mais pas en supposant que x bar moins y bar, sans supposer que V est ellipticien, ben, il vous en manque, simplement qu'il est borné, un module de continuité. À nouveau, je crois que c'est du style C1,5 qui fonctionne. Je ne suis même pas sûr de ça. Mais il y a un peu de marge, effectivement. Mais il n'y a pas de marge pour aller. Donc la moralité, c'est que toute ce que j'ai noté entre accolades, ça se majeure par moins C epsilon 1 plus log delta. J'ai un moins C delta sur epsilon et j'ai un moins C delta carré. Bon, il faut faire tendre delta vers 0, un peu plus vite. C'est delta sur epsilon? Oui, c'est delta sur epsilon. Un peu plus vite que epsilon. Bah, même, on peut le prendre beaucoup plus vite, hein, si vous prenez epsilon carré. Ici, ça fait du epsilon log epsilon qui tend vers 0, et ça fait du C epsilon, et ça fait du epsilon à la puissance 4, et il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi, à la fin, vous récupérez quelque chose qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0, et ça permet de démontrer le théorème de comparaison. Bon, deux observations là-dedans. C'est que Lipschitz donne des bornes considérables et que pour faire une démonstration simple, dans le temps imparti, pour faire une démonstration simple, je me suis resservi de ces hypothèses-là, de platitude près de z égale à 0. Ça, on n'en a pas forcément besoin. Et que tout ceci a été nécessité parce que ce n'est pas un simple terme intégro-différentiel, mais qu'il est multiplié par le df sur dx+. Donc, bon, voilà comment s'en tire pour ces générations non linéaires généralisation non linéaire de diffusion de Dyson, et bon, il y a du boulot. C'est pas une extension totalement triviale. Et que donc le passage du brownien à une diffusion pour des matrices aléatoires, il faut bosser.
et que autant il y avait dans la littérature des résultats un peu partiels, un peu éparpillés dans des cas particuliers, etc., lorsqu'on rajoute un drift, mais si on commence à rajouter des termes non linéaires, comme on l'a fait au niveau des sigma, là, il n'y avait plus rien. Bon, ce n'est pas tout à fait surprenant. Hein. C'est quand même pas une démonstration simplissime. Alors, il me reste 6 minutes pour vous parler de deux choses. Je suis mal barré, parce que j'ai de moins en moins de temps pour les intégraux différentiels. Bon, allez, c'est pas... je vais finir déjà une partie. Je voulais un peu parler d'un problème ouvert très amusant. Il y a les spikes et puis il y a les matrices non symétriques. Bon, je vais vous parler des spikes aujourd'hui parce que c'est assez rapide. Donc, une matrice de Dyson, pour moi, ce n'est pas tout à fait, c'est 1 sur racine de n WIJ, où les WIJ sont des browniens, ou disons ici des gaussiennes centrées. Je ne mets pas de temps pour l'instant. WIJ sont des gaussiennes unitaires centrées, indépendantes. Indépendante pour i inférieur égal à j. Et vous allez simplement rajouter un terme en d'autres termes, hein, dans le tableau de Dyson, vous rajoutez un A ici, et nulle part ailleurs. Et dans votre tête, dites-vous A très grand. Je ne sais pas, très grand, ça veut dire quoi? 10? 100? Est-ce que ce A-là, on va le sentir au niveau de la plus grande valeur propre? Ben, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que la plus grande valeur propre, elle est plus grande que le maximum, c'est par définition le maximum de la forme quadratique, et le maximum de la forme quadratique, s'ils appellent ça n, je peux mettre une condition initiale aussi. Hein. Ouais, on va laisser tomber la condition initiale. Bah, le lambda 1 de cette matrice, la plus grande, le lambda max, comme ça on est sûr que c'est la plus grande valeur propre. C'est plus grand que la forme quadratique associée au vecteur E1, et donc c'est supérieur à A plus 1 sur racine de n, W11. Donc la plus grande valeur propre, elle est certainement plus grande que A, asymptotiquement, et que si A est plus grand que 1, on est en dehors de support de la loi semi-circulaire. Donc, on a envie de dire qu'il y a la loi semi-circulaire, hein, puisque ça, la mesure spectrale de Dyson, c'est la loi semi-circulaire entre moins 1 et plus 1. Ben, on est au-delà de ça. Donc, on sent bien qu'il y a une valeur propre décrochée. Hein, c'est comme si on avait un truc comme ça, et puis une raie un peu plus loin. On ne sait pas très bien où c'est, plus grand que A. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est la transition, ça sort du spectre quand? Donc, c'est pour ça qu'on parle de spike. Hein, c'est comme si on avait une raie. Bon, là, j'ai mis un A, mais j'aurais pu mettre un A1 croix 1 plus un BE2 croix E2, et je m'attendrais à avoir deux raies. Bon. OK. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose, alors au niveau de Wishart, c'est plus intéressant parce que c'est des histoires de corrélation, mais c'est de repérer dans des données des corrélations ou des manques de décorrélation. Je prends le point de vue matriciel le plus simple possible, et c'est celui que je suis en train de vous décrire.
Alors, vous pouvez toujours diagonaliser le bloc inférieur n-1 par n-1, et donc je pourrais très bien rajouter ici un A0n. Le bloc n-1 par n-1, si vous faites la diagonalisation de ce bloc, vous ne voyez pas le A et vous êtes à 1 sur racine de n près. Il y a le 1 sur racine de n, 1 sur racine de n-1. Mais vous avez quelque chose qui est du style racine de n, c'est mu1, mu2, mu-n, où les mu-i sont racine de n-1 sur racine de n, parce que le bloc est de taille n-1 et que la normalisation elle est en racine de n. Les lambda i de Dyson. Bah, ici, vous n'avez pas touché à ce vecteur, vous avez A. Et ici, vous allez avoir un 1 sur racine de n G1, G2, etc. 1 sur racine de n Gn. Bon, décidément, je ne prends pas de A0n, sinon j'ai un terme supplémentaire qui est là. Et puis, c'est symétrique. Donc avec les petits g, ça c'est après le changement de base. Un changement de base, ça préserve les gaussiennes, elle reste, ça conserve les indépendances. Donc les GI sont des gaussiennes indépendantes, centrées, unitaires, etc. Et les mu2, bah ça vérifie, c'est un facteur racine de n près. C'est lambda i qui vérifie les équations différentielles stochastiques dont j'ai abondamment parlé et qui, à la limite, convergent vers une loi semi-circulaire. Bon, c'est tard. Donc, il y a un petit dilemme matriciel. C'est que c'est un calcul de déterminant. Je vais m'arrêter là, comme ça c'est très bien, ça vous fera, si vous avez envie de vous amuser, alors je le démontrerai la semaine prochaine, hein. Mu2, mu-n, 0. Le déterminant de cette matrice, c'est P1 mu2 multiplié par mu-n. C'est mu2 multiplié jusqu'à par mu-n par P1 moins la somme de I égale 2 à n de PI carré sur mu-i. Bon, alors ça va nous permettre de calculer la énième valeur propre, et puis on analysera ça, mais il est déjà 11 heures passées. Et donc je finirai toutes les affaires de Spike la semaine prochaine. Donc, je pense que je suis très mal barré pour faire, évidemment, comme d'habitude, tout ce que j'avais l'intention de faire. Donc, il y a des choses en plus. Ce que je ferai, je verrai. Ça sera une possibilité pour le cours de l'an prochain, mais j'en ai une autre aussi. Et puis, il y aura peut-être d'autres choses qui apparaîtront d'ici l'an prochain. Donc, je ferai peut-être un petit panorama de, si j'avais 2 fois plus de temps, je ferai, et donc un petit panorama de ce, comme disait Charlie Hebdo, de ce à quoi vous avez échappé cette année. Sur ce, on s'arrête aujourd'hui. La semaine prochaine, normalement, il n'y a pas de problème de transport. Bon, les choses peuvent évoluer. Vendredi prochain, hein, c'est pas une journée d'action. On verra bien si jamais il y avait des grèves de transport. Moi, de toute façon, je ferai court d'une manière ou d'une autre, et ça sera, si les personnes qui enregistrent sont également là, ça sera retransmis. Je ne ferai pas le cours si vraiment tout est bloqué, que vous ne pouvez pas venir, etc. Hein.
Et après, on se débrouillera, soit je le rattraperai en mars, soit vous serez tenu informé. On va rentrer dans une période où il pourrait y avoir quelques petits bouleversements. Donc, vous serez de toute façon tenu informé. Mais je pense que ça va aller crescendo. Je crois que pour vendredi prochain, il y aura zéro problème. C'est mon pronostic. Mais on verra bien. OK, en tout cas, merci. Et puis, séminaire dans un petit moment.